Merci de nous suivre et de rester fidèle à votre magazine Kiosque. Madame, Messieurs, à l'affiche ce matin, Joseph Kongolo sera face à Christian Moleka. Avec eux, nous allons analyser l'actualité de ce mercredi 4 octobre 2023 en République démocratique du Congo. Tout d'abord, premier sujet, c'est l'adresse du chef de l'État, Kasumba Lessa, où il est en tournée. Félix-Antoine Tshisekedi a déclaré qu'aucun groupe armé ne prendra les dessus sur la République démocratique du Congo, qu'ils veulent ou pas, les Congos et pour les Congolais. L'ennemi ne tuera pas tous les Congolais pour y entrer. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Et puis, cette polémique au sujet de l'arrivée le lundi dernier de l'ancien président tanzanien, Jakaya Kikwete, qui était arrivé à Kasumba Lessa, où se trouve le chef de l'État. Alors on se demande le pourquoi de sa descente. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, parle d'une descente dans le cadre de la SADC. Des voix s'élèvent pour dire qu'il y aura un dialogue qui est en train de se préparer. Il en serait le médiateur. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Présidentielle 2023, c'est la candidature de Moïse Katumbi qui a été recalée provisoirement. La CENI demande les documents originaux qui seront des documents originaux pour accepter cette candidature. Ensemble pour la République promet d'emmener ces documents aujourd'hui, mercredi 4 octobre 2023. Alors, s'il y a le temps, nous parlerons également du verdict dans le procès de la répression meurtrière des Goma. Il y a eu le verdict, il y a eu la sentence, peine de mort, 10 ans d'emprisonnement, mais aussi des acquittements. On a vu le commentaire, c'est avec nos invités. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour Christian, bonjour à tous les auditeurs, bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Ah, Christian Moleka, bonjour à vous également. Bonjour également à mon co-débatteur Joseph Kongolo, mais bonjour à vous, mais également bonjour à tous ceux qui nous suivent et particulièrement à Dodo Montiré. Voilà, alors on se rend directement avec vous, Christian Moleka, à Kasumba Lessa, dans le Grand Katanga, où séjourne le chef de l'État. Je viens de dire tout à l'heure, le chef de l'État a démontré une fois de plus sa détermination par rapport à la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, avec ses propos: aucun groupe armé ne prendra les dessus sur la RDC. Pour occuper la RDC, il doit tuer tous les Congolais. Voilà. Quelle analyse vous faites de ces propos du chef de l'État? Bon, je crois qu'on peut tirer deux leçons. La première, c'est que lorsque le président dit que aucun groupe armé ne pourra prendre le dessus sur le pays, il s'inscrit dans une logique où cette guerre qui a commencé depuis très longtemps va probablement se pérenniser. Parce que nous sommes dans une logique presque de statu quo aujourd'hui. Sa dernière déclaration à l'ONU, fermant la porte au dialogue, nous amène résolument vers un retour de combat sur terrain. Il est très probable que dans les jours à venir, le rapport de force militaire sur terrain reprenne. Et je crois qu'il prépare probablement les esprits des Congolais sur une possible reprise des armes à Goma ou dans les environs, et qu'éventuellement, dans cette reprise des armes, dans son entendement, la République restera le gagnant. Ça, c'est de un. De deux, c'est que le président a peut-être levé un peu le voile sur une problématique de fond, à savoir, derrière la guerre se joue un enjeu plus complexe qui est celui de la conquête du territoire congolais. Et pour cela, cette guerre est une guerre que tous les Congolais doivent s'approprier, parce que cette question est une question de survie de la nation. Lorsqu'il dit qu'il faut exterminer tous les Congolais, ça veut dire que la guerre est liée à notre devenir comme nation, à notre devenir comme peuple, et qu'il faut commencer, en fait ce que faisait Mouzé déjà à l'époque, à populariser la guerre, en faire une question nationale, pour que tous les Congolais prennent conscience que derrière la guerre qu'on vit à l'Est, ce qui se joue, c'est l'avenir du pays, ce qui se joue, c'est notre avenir comme nation et comme État. Et donc je crois que cette problématique qu'il soulève est une question très profonde qui appelle chacun de nous à prendre conscience. Parce qu'on a parfois tendance à ramener la guerre à des questions locales, qui peuvent s'agir des questions identitaires ou communautaires, parfois, mais les vrais enjeux dépassent les questions communautaires et identitaires. Les vrais enjeux sont géoéconomiques, ils sont liés à l'occupation de la terre, à une appropriation de la terre, et ça, les Congolais doivent les comprendre.
Et je crois que commencer à ouvrir à lever ce voile-là, c'est important également, même s'il l'a fait de manière assez subliminale, mais c'est important d'amener les Congolais vers cette compréhension des enjeux plus profonds de la guerre que beaucoup ne voient pas. Alors, quand il dit qu'aucun groupe armé ne prendra les déçus sur le sol, sur la République démocratique du Congo, où est-ce qu'il place le M23? Parce que le M23 déjà occupe certains territoires. Je crois qu'il parle indirectement du M23. Il le dit parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans une démarche diplomatique qui s'est bloquée. Nous sommes dans une démarche politique qui n'a pas commencé. Et l'option qui semble aujourd'hui sur la table, en tout cas, c'est l'option militaire. Et d'ailleurs, le dernier communiqué, que ce soit du M23 ou de FARDC, parle de plus en plus de mouvements des troupes, d'organisation des troupes, qui peuvent nous laisser penser qu'il y a d'ici peu une reprise des combats. Et donc, lorsqu'il dit cela, il prépare les esprits du fait que oui, le combat va reprendre. Et il est aussi prêt. Et il est aussi prêt, et que le Congo est prêt à combattre le M23, et que probablement on pourra peut-être au premier jour perdre quelques territoires, mais dans la durée, le Congo gagnera, parce qu'il inscrit la guerre dans la durée. Lorsqu'il dit qu'il faut tuer tous les Congolais pour que cette guerre finisse, ça veut dire qu'il est dans une logique non pas court-termiste, mais dans la durée. Oui, on peut perdre 2-3 villages pendant un temps, mais dans la durée, cette guerre, on ne la perdra pas, parce que d'autres Congolais continueront à lutter pour cela. Donc, inscrire la guerre dans la durée, c'est aussi une façon de dire, à court terme, il n'y a pas de solution, mais dans le long terme, le Congo gagnera toujours. Voilà. Alors, Joseph Kongolo, vous avez aussi la même lecture, la détermination du chef de l'État, parce qu'il a même dit, après qu'il y a déjà 4000 jeunes qui ont été formés, qui seront déployés dans les jours à venir à l'Est pour faire face à cette situation sécuritaire. Oui, madame, c'est d'abord la caractéristique d'un discours politique. Quand vous avez une responsabilité politique au niveau de la présidence de la République, vous devez construire un discours qui amène, particulièrement dans le cas de la guerre, comme Christian l'a dit tout à l'heure, on ne gagne pas une guerre quand on n'a pas le soutien de la population. On ne la gagne pas même si vous avez une armée très professionnelle, c'est très difficile de gagner une guerre. Alors, moyennant ce que Christian disait tout à l'heure, que c'est l'option, n'est-ce pas, de la guerre qui est sur la table, le président de la République est dans une logique, n'est-ce pas, de recherche de soutien, de populariser la guerre en fait, n'est-ce pas? Donc d'être capable de politiser la guerre ou de socialiser cette guerre. C'est-à-dire que de faire que cette guerre soit pour la population un problème, une préoccupation. Voyez-vous? Vous vous rappelez, à un certain moment, on disait, pendant qu'on se bat là-bas, les Quinois ici dansent, ils font la fête, ils font ceci et tout ça, et ainsi de suite. Voyez-vous? Je crois que la réplique à ce genre de critique, c'est tout simplement de construire un discours qui amène, qui fait que la guerre soit socialisée, soit popularisée. Voyez-vous? Et je crois que c'est dans la même logique que le président est en train de faire. Et en même temps, effectivement, c'est parce que la seule option possible aujourd'hui pour le président de la République, c'est la guerre, que chacun de deux côtés prépare. Voyez-vous? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut construire un soutien populaire, un soutien de la population, n'est-ce pas, qui donne du tonus. Qui n'existait pas avant. Non, mais il existait, mais peut-être qu'il n'était pas suffisant. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Vous savez, il y a eu des guerres où la population a amené à manger, n'est-ce pas, au front. Ils amènent de l'eau, ils amènent ceci et tout ça. Voyez-vous? Ça, c'est un soutien, vraiment un soutien pratique. Voyez-vous? Donc, il faut amener cette population à supporter à faire de cette guerre une guerre de la population, une guerre de chacun. Ça serait un peu comme c'était à l'époque de Mouzé, hein, avec l'entrée de la... Bon, en quelque sorte, ça c'est très important. Je crois que c'est dans cette logique que le président est, c'est dans la politisation de la guerre, dans la socialisation de la guerre, pour que la guerre ne soit pas une histoire du gouvernement seulement, mais une histoire de chacun, de chaque Congolais, n'est-ce pas, pour pouvoir apporter ce soutien qui amène, n'est-ce pas, ceux qui sont au front à tenir ce qu'il faut. Ça, c'est en quelque sorte une condition sine qua non. Parce que je me rappelle avoir assisté quelqu'un à l'école, haute école de sécurité ici. Alors, dans la documentation qu'il m'a portée, il a été dit clairement qu'une guerre ne peut pas se gagner seulement sans la population. Et c'est la même population qui peut faire en sorte que la plus grande armée du monde puisse perdre la guerre, si vous n'avez pas de soutien de la population. Et je crois que c'est un ingrédient très essentiel, pratiquement, dans la guerre. Et le président, je crois, c'est une campagne peut-être qu'il a lancée, peut-être, mais encore il est en train d'appeler, n'est-ce pas, la population à soutenir massivement, n'est-ce pas, le processus, ou si vous voulez bien, il prépare l'étape suivante, n'est-ce pas, dans cette guerre qui est vraiment la violence brute. Mais cette détermination, ces propos du chef de l'État, apparemment, ça ne semble pas faire reculer l'ennemi. Hein. Il a dit à la tribune des Nations Unies, il n'y aura pas de dialogue, il est dit partout où il passe, mais l'ennemi ne recule pas apparemment.
Madame, nous sommes en guerre, nous sommes dans le domaine de la stratégie. Dans le domaine de la stratégie, quand vous avez un adversaire ou un ennemi en face, tous les propos qu'il vous sort, c'est pour vous dissuader. Voyez-vous? Mais parce que vous êtes aussi aguerri, n'est-ce pas, dans cette guerre, les propos de dissuasion que l'ennemi sort, n'est-ce pas, il y a une réplique, une sorte de réplique aussi par d'autres propos de dissuasion. Guerre de communication. Absolument. Donc ça devient, comme vous le dites, une guerre de communication. Mais c'est la dissuasion. Un discours, c'est un discours de dissuasion. Et vous savez bien que parfois la guerre peut commencer dans le discours, et se terminer dans le discours. Et le discours, n'est-ce pas, le discours peut amener une guerre à prendre fin. Le discours peut mettre fin à une guerre. Discours. Absolument, on peut mettre fin à une guerre. Mais il y en a eu tant, hein, ces discours. Oui, mais madame, ça monte. Ça monte petit à petit jusqu'à ce que... Bon, moi, je dis toujours que j'ai un livre sur les meilleurs discours du monde. Les meilleurs discours politiques, judiciaires, religieux, ainsi de suite et tout ça. Je crois qu'un meilleur discours, ce que j'ai compris à travers cette lecture, c'est qu'un meilleur discours n'est pas un meilleur discours parce que vous l'avez écrit, mais le discours devient meilleur quand il est intériorisé par les destinataires de ce discours. Voyez-vous? Quand il arrive à révolter les gens qui sont en face de vous, auxquels vous vous adressez, quand ils révoltent, quand il amène des manifestations spontanées, n'est-ce pas? Quand il y a des réactions à la hauteur du discours, en ce moment-là, le discours devient meilleur. Voyez-vous? C'est un peu ça, le discours. Donc, le discours doit arriver. Dans ces cas précis, il doit arriver, il doit monter au point de voir les étudiants dire que non, nous, on n'étudie pas cette année, nous irons d'abord au front. Il faut que la développement se termine. Là, le discours devient l'un des meilleurs. Voyez-vous? Donc, je crois qu'il est dans cet exercice. Mais il n'est pas le seul à faire ce discours en principe. Il doit y avoir des continuateurs dans la société. Il n'y a pas que le discours du président de la République. Il doit y avoir des continuateurs dans la société, dans le microcosme, à des niveaux différents, pour pouvoir continuer ce discours jusqu'à la base. Est-ce que notre structure politique est construite de cette manière pour ramener le discours du sommet vers la base avec la même température, avec la même rigueur? Je crois qu'il y a aussi un problème à ce niveau-là. La sensibilisation peut-être. Alors, Christian Moleka. Juste un élément d'ajout peut-être, c'est que le président, lorsqu'il a commencé son mandat, il a commencé avec une perception d'une guerre courte. Et donc, il a fait beaucoup de promesses court-termistes sur le retour de la paix. Et donc, nous sommes à la fin du mandat avec un président qui change de perception sur la guerre. Dans les éléments de langage qu'il présente aujourd'hui, il présente une guerre longue. Donc, alors qu'il est fait mandat. Oui, alors qu'il est fait mandat. Ça veut dire qu'ils avaient au début du mandat beaucoup d'éléments de langage sur la guerre courte. Ça veut dire avant la fin de l'année, la paix sera ramenée. Avant la fin de l'année, je vous promets de faire ceci. Maintenant, en fin de mandat, il change de stratégie de discours. Il commence à présenter les éléments d'une guerre longue. Ça veut dire le Congo gagnera toujours à la fin, qu'il faudrait respecter tous les Congolais pour que cela demeure. Et donc, il rejoint, comme je disais, que Mouzé disait, la guerre populaire, la guerre sera longue et populaire. Et donc, il change d'éléments pour nous inscrire dans les grilles d'une guerre longue. Ça peut être à la fois le constat que les solutions court-termistes n'ont pas trouvé de réponse et qu'il faut être patient parce que ça va prendre plus de temps que voulu. C'est les éléments de langage qui passent. Ça peut être aussi le constat que les approches premières n'ont pas permis de trouver les solutions escomptées et qu'on commence d'autres approches. On change de méthode. On change d'approche en fin de mandat. Et donc, c'est des éléments, des langages qu'il envoie. Mais est-ce que tous les Congolais sont capables de, surtout ceux qui étaient devant lui, de décrypter ces éléments de langage, de changement de stratégie, de discours, qu'on sort aujourd'hui d'une logique de guerre courte qui a montré ses limites et qu'on s'inscrit dans une logique de guerre plus longue. Et donc les solutions ne seront plus courtes, les solutions seront longues. Lorsque le président parle d'une guerre dans la durée, aujourd'hui, parce qu'il approche une guerre de conquête, c'est une guerre de durée, les guerres territoriales, c'est une guerre de durée, ça veut dire ne m'attendez plus avec les solutions court-termistes. Attendez des solutions longues qui prendront du temps à se mettre à place. C'est ça aussi qu'il dit indirectement, même s'il ne le dit pas comme ça, mais indirectement c'est ce qu'il est en train de dire. Ne m'attendez pas avec des solutions à court terme, attendez des longues solutions parce que la guerre va s'inscrire dans la durée, qu'elle est très longue. Est-ce que ce changement de discours en veille d'élection ne va pas perdre également son lectorat? Parce que beaucoup l'attendaient en fin de mandat avec des solutions ou une sorte de bilan très précis des actions sécuritaires. Alors, ce qu'il donne comme élément de langage, en fait, reporte la problématique du bilan sécuritaire à une question plus longue. Mais la détermination, ça n'a pas d'impact. On sent qu'il est déterminé à mettre fin à cette guerre. Oui, en tant que chef d'État, il ne peut être que déterminé parce que c'est un fardeau qu'il a porté. C'est une offre qu'il avait proposée, une promesse.
et qu'il sait qu'il y a une attente énorme des Congolais sur la question sécuritaire et que ce sera probablement la question qui reviendra le plus durant sa campagne. Et donc s'il commence à rôder à 2 mois ou à 3 mois des élections ces nouveaux éléments de langage, en fait il se prépare également à ce que seront les préoccupations sécuritaires qui seront soulevées durant la période de campagne. Ok, merci Christian Moleka. On passe à un deuxième sujet. Oui, mais avant de passer là, au-delà de ce que Christian a dit tout à l'heure, je crois que c'est une sorte d'amendement, de révision, comme il a dit, et il faudra que la population rappelle au président de la République d'abord cette première promesse. Parce qu'en fait, c'est une fuite en avant, c'est une diversion, parce que vous avez promis que vous devez, votre réussite politique du mandat, c'est la sécurité à l'est de la République. Mais ça ne va pas se faire comme madame, une baguette attendez, magique. Madame. C'est lui qui a promis, c'est ça le caractère, c'est lui qui a promis. Ok? Il n'a pas utilisé le conditionnel. Il a parlé avec fermeté que pendant ce mandat, il doit terminer la guerre de l'Est. Nous avons fait mandat, comme il a dit tout à l'heure, les éléments de langage ont changé complètement pour préparer la population à une guerre, n'est-ce pas, sur la durée. Voyez-vous, en principe, il faudra d'abord qu'on lui rappelle cette promesse. Que c'est une promesse que vous avez faite et qui n'a pas été réalisée. Ah, il ne faut pas escamoter, effectivement, lui il doit escamoter, c'est ça sa stratégie électorale, parce que ça entre maintenant dans le cadre d'une stratégie électorale. Mais en principe, il faut que les gens lui rappellent que vous avez promis de donner la guerre à l'Est et qu'aujourd'hui, vous avez changé les éléments de langage. Ce n'est plus une guerre qui devait prendre fin dans les 5 ans, c'est-à-dire dans le mandat du chef de l'État, ça devient une guerre à long terme. Donc, il faut d'abord faire un arrêt pour constater l'échec, n'est-ce pas, de sa promesse, n'est-ce pas, avant de faire un nouveau commencement. Il faut le constater, il faut le lui dire pour qu'il sache qu'il y a des ratés d'un moment. Parce que dans son discours, ce n'est pas un échec. N'est-ce pas? Dans ce qu'il a dit, ce n'est pas un échec, mais c'est plutôt une nouvelle étape. Mais il faut faire l'évaluation de la première étape qui a échoué, donc c'est un échec. Ça, il faut le reconnaître. Merci Joseph Kongolo. La présence du président, l'ancien président tanzanien, Kasumba Lessa, ça fait polémique. Hein? Est-ce que certains parlent d'un dialogue qui serait en vue? Il est les médiateurs, un rapprochement. Le président honoraire Joseph Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le porte-parole du gouvernement, a répliqué en disant qu'il est venu dans le cadre de la SADC. Quelle est votre analyse? Bon, premier élément, c'est que c'est un signe très positif de voir un ancien président de la République se transformer, n'est-ce pas, en médiateur, vivre en paix, et surtout rester dans le milieu, n'est-ce pas, des officiels des États, n'est-ce pas? C'est une fierté pour une nation. Nous aimerions que le président Kabila, l'ancien président, soit aussi, n'est-ce pas, porte aussi ce statut. Au niveau africain, n'est-ce pas, quand il y a des conflits, il est invité, il est proposé pour ceci ou cela, des médiations, ainsi de suite. Je crois que ça fait la fierté pour un État. Et ça, c'est un élément positif pour la Tanzanie. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous savez, madame, dans cette histoire, dans la politique en général, ça peut être vrai, tout ce que les gens disent. Un médiateur, n'est-ce pas, je suis totalement d'accord. Si il peut jouer le rôle de médiateur, je connaissais Kikaya. C'est Kikaya? C'est lui? Je connais, c'est quelqu'un qui a passé, je crois, deux mandats successifs sans beaucoup de secousses dans son pays. C'est quelqu'un déjà qui doit avoir une autorité assez considérable pour pouvoir jouer ce jeu. Si cela est vrai, parce que de l'autre côté, on nous parle d'une élection, n'est-ce pas, qui doit se passer au 20 décembre. Quand de l'autre côté, on commence à nous parler d'une médiation quelconque ou d'un dialogue quelconque. Écoutez, ceux qui portent le pouvoir, c'est eux qui ont la réalité des faits, n'est-ce pas? C'est eux qui connaissent les dangers futurs en cas de ceci ou de cela. Si ils trouvent, n'est-ce pas, qu'il faut négocier, moi j'approuve. J'approuve parce que la négociation, elle est bonne. Elle porte quand les deux parties sont d'accord. Vous trouvez qu'il faut négocier à l'état pouvant les choses? Je ne dis pas ça. J'ai dit ceci. Si les porteurs du pouvoir, n'est-ce pas, eux qui sont en contact avec les milieux politiques internationaux, le président de la République vient des États-Unis. Regardez ce qui a changé dans le discours du président de la République depuis qu'il a quitté les États-Unis. N'est-ce pas? C'est une position catégorique sur la guerre, c'est une position emmener, n'est-ce pas, les gens à quitter le territoire d'ici le 24.
et tout ça, et tout de suite après, nous avons vu la France condamner le Rwanda, nous avons vu l'Angleterre même condamner le Rwanda, pourtant ce sont les deux supports du Rwanda. Donc c'est pour vous dire tout simplement qu'ils ont accédé, n'est-ce pas, à des hauts milieux politiques internationaux, et tout de suite, quand nous voyons, n'est-ce pas, ce qui vient du président de la République, n'est-ce pas, après ce voyage des États-Unis, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses apparemment qui ont changé. Et si, par hasard, parmi les éléments qui doivent changer, il y a le dialogue en lieu et place des élections au 20 décembre, eh ben, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais constater. Je ne dis pas que je suis d'accord. Vous constatez. Je constate, si cela est vrai, je ne peux pas en disconvenir. Si cela est vrai, je ne peux pas en disconvenir. Vous savez, les dangers futurs ne sont pas donnés à tout le monde. C'est pas quelque chose qui peut être perçu par tout le monde facilement. Voyez-vous? Quelqu'un dit non, nous voulons seulement le 20 décembre. Mais il ne sait pas ce qui va se passer le 20 décembre. Il ne fait même pas un effort pour imaginer ce qui peut se passer au 20 décembre. Voyez-vous? Et quand vous portez le pouvoir, le président de la République, avec cet avantage qu'il a sur le terrain, du moins visible, s'il arrive à accepter qu'il y ait dialogue, effectivement, il connaît les dangers futurs, si jamais il n'y avait pas de dialogue. Donc, moi, je me fie à eux, qui ont accès, n'est-ce pas, aux milieux financiers, politiques internationaux. Et s'ils trouvent que aller aux élections comme ça risque de mettre en danger la fragilité politique dans laquelle nous vivons, ça risque encore de fragiliser davantage, eh ben, pour l'intérêt de la nation, pour moi, j'accepterai. Mais les porte-parole du gouvernement a rejeté toutes ces spéculations. Il dit qu'il était ici, l'ancien président tanzanien, ici dans le cadre de la SADC. C'est l'explication de Patrick Mouyaya. Ça tient, Christian Moleka? Il est dans son travail de communication. Non, parce que les gens ne croient pas. Il est en train de communiquer. On parle plus de la médiation. Dans notre pays, les rumeurs de la ville basse finissent dans la ville haute. On sait comment la politique, parfois, à Kinshasa, n'a pas de secret. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a deux dynamiques qui se mettent en place. Il y a une dynamique pour aller vers le scrutin, vers les élections, et une dynamique pour renforcer l'inclusion du processus. Et le président lui-même, si vous vous rappelez bien, à l'ONU a dit une phrase que beaucoup de Congolais n'ont pas aussi écouté, c'est que les dispositifs sont mis pour renforcer l'inclusion. Dans son discours à l'ONU. Les dispositifs sont mis en place pour renforcer l'inclusion. Donc il y a certainement des démarches qui se mettent en place pour essayer de rapprocher les points de vue les plus extrêmes sur un minimum de consensus dans le scrutin. Et donc, il est très probable que le pont étant coupé aujourd'hui entre lui et l'ancien président, que des passerelles soient mises en place pour faire passer des messages. Le président est au Katanga, au Katanga aujourd'hui, et qui veut faire passer son message à l'ancien président, il a besoin d'un porteur. Et je crois que Jakaya Kikwete est un bon porteur parce que non seulement il est proche de l'ancien président, qu'il connaît très bien, il a donc les possibilités d'approcher le pouvoir aujourd'hui et de servir de relais pour faire passer de messages. Parce que les ponts sont coupés, on le sait, et qu'il y a volonté de maintenir des canaux de communication, et Jakaya peut être un bon profil pour faire ce canon de messages-là. Maintenant, est-ce que faire passer de messages, c'est également un rôle de médiateur ou un rôle de futur médiateur dans un processus plus large? Ça, on verra bien. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, les passerelles sont en train de se construire pour maintenir un minimum de dialogue entre différents acteurs et essayer de ramener plus d'inclusion dans le processus politique électoral ou simplement dans le processus politique général du pays. Et donc je crois que la démarche de Jakaya peut s'inscrire dans cette logique de diplomatie secrète, comme on dit. Alors on donne raison à ceux qui estiment que ce processus ne rassure pas la tenue de l'élection dans le délai, s'il y a déjà ces tractations. Bon, il y a des raisons techniques et financières qui peuvent également justifier cette inquiétude-là. L'obstacle peut-être le plus important, c'était l'absence de consensus sur le processus ou le boycott de certains. On a vu un Martin Fayulu revenir sur le processus. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change de position comme ça. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont pour ramener l'acteur à revenir dans sa stratégie initiale. Et aujourd'hui également, il reste que le camp FCC qui reste pratiquement le seul à ne pas, à ce stade, rejoindre le processus électoral. Donc il est très probable qu'étant le seul resté dehors, qu'il y ait des passerelles qui se mettent en place, soit pour revenir vers une inclusion, soit pour créer des conditions pour que le scrutin, s'il se tient en 2023, se tienne dans un minimum de climat de stabilité. Voilà, processus électoral, justement, on en parle. Notre troisième sujet, oui. À ce propos, je voudrais dire quelque chose. Moi, je dis toujours que la stratégie en politique, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très bien. On a passé 5 ans, n'est-ce pas, ou si vous voulez 3 ans, dans un conflit ouvert entre l'ancien et le président de la République, qui étaient des gens très proches.
Alors, quand on trouve que le processus est contesté, électoral en particulier, qui entache bien le processus politique, alors, dans les toutes dernières minutes, on tente de raccommoder ce qui a été déchiré. À la dernière minute. À la dernière minute, c'est peut-être pour un temps, tout simplement apaiser les tensions au moment des élections. C'est comme ça dans chaque cycle. Hein. Madame, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Tentez tout simplement de raccommoder la situation, n'est-ce pas? À la fin, question de passer les élections dans un climat plus ou moins apaisé. Et puis, par la suite, parce que le meilleur langage d'un politique, c'est le rapport de force, au Parlement en particulier. Qu'est-ce que sera M. Kabila, par exemple? Qu'est-ce que sera le FCC, ou si vous voulez, le parti demain, pour qu'un dialogue, un dialogue franc et sincère, c'est un dialogue des forces. Voyez-vous? Alors, je crois que c'est dans la stratégie, tout simplement, de vouloir apaiser la situation dans les élections. Mais en réalité, quand on n'a pas des représentants au niveau du Parlement, le dialogue sincère n'existe pas. Parce que là, ce qui part, c'est le rapport de force. Voilà. On parle du processus électoral. Je le disais, la candidature de Moïse Katumbi a été recalée provisoirement. La CENI demande que les documents soient originaux. C'est son équipe d'avance qui était à la centrale électorale. Et des questions se posent. Hein. Est-ce que c'est conforme à la législation électorale? Si oui, comment son équipe peut se présenter comme ça, sont les originaux, alors qu'ils savent que c'est conformément à la loi, c'est comme ça? Bon, je n'ai pas consulté la loi électorale, mais au moins, j'ai appris que dans la loi électorale, on exige les originaux. C'est ce que j'ai appris, c'est à vérifier, hein, bien sûr. On dit l'article 18. Ah, quelque chose. Alors, si c'est inscrit dans la loi électorale, alors, je me demande pourquoi son entourage doit amener les photocopies. C'est une erreur monumentale. Vous savez que Katumbi est au centre, n'est-ce pas, d'un débat sur la nationalité, ça vous le savez. Hein, il s'est fait le destinataire de la loi Tchani, n'est-ce pas? Alors, moi je crois que ce serait une erreur monumentale d'amener les photocopies en lieu et place, n'est-ce pas, des originaux, alors que la loi, la loi électorale parle des originaux. Donc, de toutes les façons, moi je ne vois pas encore un problème. Katumbi se dit toujours qu'il est congolais, n'est-ce pas? Il doit avoir des documents, des originaux, donc c'est un clin d'œil qu'il doit les avoir en réalité. Il a peut-être peur parce que ça, c'est l'acharnement. Peur de quoi? Peur de quoi? Madame, on ne vient pas faire la politique. On risque de perdre ses documents originaux. Non, madame. Mais tout ce temps, il s'est annoncé comme candidat président de la République. La première des choses à faire, c'est d'apprêter les documents. La loi électorale a été votée il y a c'est Jacquine, hein, il est venu avec. On est venu avec. Mais c'est ce que je dis. Il devait déjà préparer ses documents, madame. Vous savez, le stress, quand on est à ce niveau-là, même pas seulement à ce niveau, même quand on est candidat, au niveau provincial ou si vous voulez, les derniers moments, c'est un moment de stress. Vous ne pouvez pas ne pas avoir les documents qu'il faut parce qu'il suffit de réagiter seulement ça, peut-être provisoirement, comme vous le dites, et ça vous travaille la tête. Non, moi je crois que, bon, moi je ne trouve pas de problème. Je crois qu'il doit pouvoir prouver, n'est-ce pas, qu'il a les documents qu'on a demandé, que tout le monde a exigé, que tout le monde a présenté. Vous avez Mukwege qu'on qualifie aussi de Burundais, mais il a présenté quand même ces documents qui ont été acceptés par la CENI. Donc moi je crois que c'est à lui de préparer les documents et de les amener, parce qu'on parle de l'inclusion, on voudrait apaiser un peu le climat, n'est-ce pas, au moment des élections. Je souhaite franchement que tous soient dans la course, n'est-ce pas, tout le monde soit dans la course, Moïse Katumbi en particulier, qui soit aussi dans la course. Donc il amène les originaux et qui passe. S'il n'y a pas des originaux, effectivement, on va créer encore d'autres tensions. En ce dernier moment, on va créer encore beaucoup plus de tensions. Il ne s'agit en rien de l'acharnement. Il n'y a pas d'acharnement. J'ai dit ceci, si c'est inscrit dans la loi électorale, clairement qu'il faut amener des originaux, je crois qu'il n'y a pas à discuter là-bas, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, dommage qu'on ne soit pas avec des constitutionnalistes, des juristes ici, nous sommes avec des analystes. J'aurais bien voulu, oui, parce qu'il y a... Parce que j'ai suivi, par exemple, Laurent Onyemba, je l'ai lu, je lis ses propos, donc la copie conforme à l'original était égale à l'original. J'ai suivi par ça. J'ai également suivi son point de vue. Il parle d'un communiqué publié par la CENI au mois d'août qui énumère les documents à avoir. Et le seul document original dont le communiqué fait part ne correspond pas à ce qui a été dit hier au niveau de la centrale. Donc il s'est appuyé davantage sur le communiqué. J'aurais bien voulu peut-être qu'on ait un juriste pour qui nous aide les aspects légaux. Mais ce qui est vrai, c'est que s'il s'agit d'une question simplement administrative, elle peut être rapidement réglée avant le 8 octobre. Maintenant, moi je suis dans la prospective. Dans l'hypothèse où Katumbi ne dépose pas sa candidature,
Ça veut dire que, de certaine manière, on aura aidé l'opposition à se construire une candidature commune. Parce qu'un Katumbi non partant faciliterait la construction d'une candidature commune de l'opposition avec un Mukwege au cœur, peut-être, et probablement un ralliement autour de lui de tous les autres, sauf peut-être Fayoulou qui pourra seul s'écarter. Donc, si c'est une stratégie gouvernementale, c'est une mauvaise stratégie parce qu'elle va aider à renforcer l'opposition. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que l'on veut. On veut avoir un processus inclusif, dans le respect de la loi, bien évidemment, où on fait un traitement spécial uniquement à la tête du client parce que le type agace. Si la loi, je parle sous réserve de ce que les autres ont dit, j'ai vu dans le communiqué de la CENI qu'on a mis, en fait, j'ai lu dans le journal Le Phare le matin, qu'ils ont mis l'accent sur le fait que sur le communiqué de la CENI, il manquait l'extrait du casier judiciaire en original et le certificat de nationalité en original. Les deux documents, selon le Phare. Les autres, la copie. La copie a été acceptée. Oui. Mais pour ces deux documents-là, notamment le certificat de nationalité et l'extrait du casier judiciaire, on demande des originaux. Bon, voyons voir. J'espère que l'équipe de Katumbi a promis de ramener les originaux dans un délai très bref. Donc ça va évacuer un stress inutile et puis ça nous permettra d'avancer. Alors, au cas où c'est conforme à la loi, est-ce que ça dénonce de la négligence de la part de cette équipe-là? Comment vous savez que c'est comme ça et vous venez avec des documents non conformes? Au cas où c'est conforme à la loi, est-ce que c'est une stratégie de titiller le pouvoir et de se victimiser? Est-ce que c'est l'expression d'inquiétude? Parce que le certificat de nationalité, je crois que c'est l'élément central du débat qu'on a toujours fait autour de la question de la problématique des Katumbi, à savoir sa nationalité d'origine. Et donc, s'il détient un certificat de nationalité original, qu'il va déposer au niveau de la centrale en original, ça veut dire qu'il ne gardera que les copies. Et que la centrale ne va pas revenir peut-être après les scrutins pour lui rendre l'original. Avec tout ce qu'il y a comme crise. Avec tout ce qu'il y a débat autour de la nationalité de M. Katumbi. Si vous remettez un document original, la CENI n'est pas une administration qui vous conserve les archives et qui vous le rende après les scrutins. Ça va se perdre. Ça peut ne pas se perdre, mais est-ce qu'on va vous le rendre? Non, si c'est un document original, un certificat de nationalité, que vous remettez l'original au niveau de la CENI, ça veut dire que vous gardez une copie et qu'il faut peut-être revenir vers l'administration publique pour avoir un autre original après, connaissant son rapport avec le régime. Donc c'est pour lui un document d'une certaine sensibilité. Oui. Et peut-être que c'est ça qui a justifié le fait qu'il y a eu de la rétention pour l'envoyer au niveau de la justice, au niveau de la CENI. Alors, je crois que c'était la loi l'article 104 de la loi électorale et non 18, comme je l'avais dit tantôt, par rapport au dépôt des documents originaux ou copies. Alors, Katumbi, vous le disiez tout à l'heure, Joseph Kongo, je ne sais pas si c'est Christian Moleka qui l'a dit, il a d'abord des petits soucis, où il y a la loi Tchani qui est devant lui, et on revient sur son problème de nationalité. Ce ne sont pas là. On est en train de faire appliquer déjà, lui montrer déjà qu'il ne sera pas retenu. Yes, c'est ça, madame. Dans la communication politique et particulièrement électorale, en temps électoral, on doit savoir notre adversaire, quels sont ses points faibles. Les points faibles ou les points fragiles, n'est-ce pas, de notre adversaire, c'est un problème de nationalité. On grossit, on communique en grossissant, n'est-ce pas, le problème, n'est-ce pas, pour montrer à la population que vous allez élire quelqu'un qui n'est pas congolais, ainsi de suite. Ça, c'est dans la propagande électorale. C'est tout à fait normal, on doit vous bousculer pratiquement par cette communication-là. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'erreur de cette équipe d'avance, c'est une erreur qui est très grave. Parce que le problème de Moïse, en réalité, c'est ce problème-là. C'est ce problème-là de nationalité. Donc, on ne devait pas faire cette erreur-là, d'amener des documents qui ne sont pas conformes à la loi. Il fallait bien le faire. Parce que là, ça accentue la situation. Voilà, maintenant il va bousculer, il va faire des documents qui ne sont pas conformes, il va faire suivre. Et pourtant... Non, mais selon leur entendement à suivre ses proches, et ils croyaient être dans le droit. Dans le communiqué oui. Et non pas dans la loi. C'est ça le problème, madame. Dans le communiqué et non pas dans la loi. On ne peut pas se baser sur un communiqué tant qu'il y a une loi qui gère ce secteur-là. Il y a la loi qu'il faut respecter. Dans le communiqué, c'est un communiqué. Le communiqué n'a pas pouvoir de loi, madame. Voyez-vous? Donc, moi, je crois qu'eux ne devaient pas se fier seulement au communiqué. Ils avaient la loi électorale, ils devaient, n'est-ce pas,
suivre ce que la loi électorale dit, et ça c'est très important. Donc quand je reviens sur ce que Christian a dit tout à l'heure, c'est vrai que l'opposition n'a pas donné des signaux assez positifs pour concourir vers une candidature commune. Très malheureusement, on n'a pas vu les différents acteurs s'activer là-dessus, en dehors bien sûr de ce qui a raté, qui a été fait à Lubumbashi. Apparemment, ça n'a pas été bien préparé, ça n'a pas vraiment été bien préparé, et ça a capoté. Vous avez laissé Sanga et les autres. Je crois que le discours, celui qui a convoqué cette réunion, n'a pas fait des documents qu'il fallait pour convaincre tout le monde. Ouais, pour convaincre tout le monde. C'est comme ça que quand je vois Mouzito, par exemple, qui n'a pas pris part, je vois Mukwege lui-même, apparemment le travail préparatif n'a pas été convaincant. Il n'a pas réussi à convaincre la plupart d'acteurs pour pouvoir participer, n'est-ce pas, à cette réunion-là et peut-être dégager les grandes lignes pour une candidature commune. Et là, nous sommes... C'est pas encore tard, hein. Ils peuvent changer. Oui, effectivement, c'est pas encore tard. Ça dépend de l'entendement de chacun. Ça dépend de la manière que chacun a préparé sa campagne. Quelle est sa vision finale, finalement. Parce qu'à 2 mois, on doit avoir déjà une vision finale de ce que l'on veut faire. Mais c'est toujours possible. C'est toujours possible. Nous sommes en politique. Les autres peuvent se Tout cela est toujours possible. Oui, ils peuvent se retirer. Parce qu'en fait, avant de faire des concessions dans cette matière-là, il faut d'abord déposer la candidature, faire le sacrifice qu'il faut. Oui. Avant d'exiger, avant de poser des conditions. Donc on ne peut pas ne pas déposer sa candidature et puis prendre part, n'est-ce pas, au débat. Non, c'est pas possible. On dépose, on fait le sacrifice qu'il faut et après, on peut accéder maintenant à la table de négociation avec le candidat unique. Donc ça se fait comme ça. Voilà. Troisième, quatrième et dernier sujet, Christian Moleka, c'est le verdict dans le procès de la répression meurtrière de Goma. Il y a eu des condamnations à mort, une seule condamnation à mort, et puis les colonels, et 10 ans d'emprisonnement, il y a eu même des acquittements. On peut dire qu'on peut parler de la satisfaction par rapport à cette répression meurtrière. Je doute fort que cette justice suffise à guérir la paix sociale qui a été troublée. Parce que durant le procès, on a vu beaucoup d'acteurs qu'on a cités comme témoins qui ne sont pas passés, les gens qui ont demandé que le gouvernement militaire vienne répondre qu'il n'est pas passé. Et le procès a vraiment démontré, je dirais, une responsabilité d'État qui va par contre faire un peu plus mal dans la durée. Je ne pense pas que le procès ait réglé le problème. Si vous ajoutez en fait légalement comment on a enterré les gens, la manière dont les familles n'ont pas pu identifier certains corps, ça ne va pas à court terme aider ce pays-là. Peut-être qu'il y aura un appel. Je crois qu'il y aura un appel et qu'en appel, on pourra, avec plus de calme, essayer de régler le problème. C'est vrai qu'il fallait qu'il y ait quand même des gens condamnés, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la vérité soit apportée avec plus de lumière. C'est-à-dire quoi? Condamner d'autres personnes qui n'ont pas été à la barre. Il y a des officiers qui étaient au procès, qui ont demandé la participation d'autres acteurs qui n'ont pas été invités. J'ai vu des vidéos où les officiers ont demandé la participation d'autres acteurs comme renseignants ou comme témoins, mais qui n'ont pas été invités. Donc il y a des zones d'ombre qui n'ont pas été éclairées. Moi je crois qu'un appel, ça serait plus intéressant. Il faut plus de justice. C'est vrai que c'est une zone opérationnelle et que maintenir sous la pression les officiers en commandement, ça peut être également contre-productif et qu'il faut vite fermer le procès si notamment il y a les opérations militaires, comme je dis, qui se préparent. Ou bien c'est que les troupes restent concentrées sur les opérations. Mais aller en appel, ça permet également, dans plus de sérénité, de continuer pour chercher la vérité. Et la vérité doit être prouvée dans toute sa plénitude. Parce que ceux qui n'ont pas été invités sont des parties importantes dans l'information et doivent venir apporter l'information. Mais ces procès ont quand même permis de faire toute la lumière par rapport à ces événements. Et puis la sentence, hein, ça sert aussi d'exemple pour... ces hommes en armes qui se comportent de la sorte. On peut dire comme ça veut dire qu'on peut faire un lien entre les actes qu'on pose et une forme de responsabilité pénale, que ceux qui sont aujourd'hui appelés à exercer les métiers d'armes savent que ceux qui sont en train de poser comme acte, ils en sont redevables. De ce point de vue-là, oui. Mais il ne faut pas que ce soit uniquement les petits couteaux, les seconds couteaux. Il faut que ce soit l'ensemble du commandement.
qui soit appelé à répondre s'il y a des problèmes. C'est pourquoi je dis que, par exemple, il y a des gens qui ont demandé la comparution du commandant militaire, qui n'a jamais comparu, et qui est à Kinshasa. Donc, pourquoi d'autres acteurs n'ont pas été appelés à comparaître alors que certains partis au procès ont demandé la comparution d'autres acteurs? Donc, il y a des questions comme ça qui n'ont pas été, de mon point de vue, éclairées. C'est un premier pas, mais on peut aller plus loin en allant en appel notamment. Votre satisfaction est partielle. Très partielle. C'est pas totale. Alors, Joseph Kongolo. Bien, vous savez que, madame, l'Est, c'est un territoire qui est en état de siège et que l'acte qui a été posé, c'est un acte très mal perçu, n'est-ce pas? Il fallait absolument, et dans un premier temps, parce que c'était en flagrance. C'était en flagrance, et généralement les procès en flagrance ne sont pas des procès complets. Ce sont des procès exemplaires. On condamne. C'est un appel, comme Christian l'a dit, qu'on peut découvrir, n'est-ce pas, d'autres aspects de la vérité dans ce procès-là. Mais pour l'instant, il fallait que ce procès ne dure pas dans le temps et qu'on puisse arriver à des condamnations sévères pour effectivement décourager... Mais pas à la hâte, hein, même pas pour faire plaisir à la population. Madame, chaque procès comment on dit, en flagrance, c'est toujours un procès très bref, et on n'explore pas l'étendue de la vérité sur les infractions. Très souvent. C'est un appel qu'on découvre, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux acteurs qui arrivent, de nouveaux témoins et de nouveaux coins de la vérité qui seront dévoilés. Donc la sentence peut changer, on l'appelle. Mais oui, mais c'est ça le rôle de l'appel, madame. On peut reviser le jugement. On peut réviser le jugement, on peut acquitter les gens, on peut alourdir le truc, la sentence, ainsi de suite. Donc, c'est un appel de nouveaux acteurs, parce qu'on ne fait pas l'appel quand on n'a pas de nouvelles donnes sur la vérité, n'est-ce pas, pour de nouveaux arguments, de nouveaux acteurs. Donc, un appel, c'est-à-dire qu'on prépare d'autres pistes, n'est-ce pas, pour pouvoir éclairer l'opinion sur les faits. Et en ce moment-là, on élargit le champ, n'est-ce pas, et on dévoile un peu la vérité, des choses qui n'ont pas été ou qui ont été partiellement, formellement, n'est-ce pas, évoquées. Là, on va en profondeur et on trouve d'autres acteurs, on trouve d'autres justifications, peut-être aussi d'autres gens qu'il faut condamner, d'autres responsables, des responsables par exemple, des commanditaires. On peut les trouver à partir de ce procès-là, quand on va en profondeur, quand on trouve d'autres acteurs, quand on va d'autres témoins, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut aller plus vite. Mais très souvent, les procès en flagrance, ce sont des procès très brefs. On dégage juste les condamnations et c'est par la suite, n'est-ce pas, qu'on peut explorer l'étendue de la vérité. Est-ce que les personnes condamnées, on ne les verra pas demain libres? C'est par expérience, hein? Madame. Les condamnés qu'on a vu après acquitter, liberté provisoire et enfin, il est liberté définitivement provisoire. Bon, vous savez, madame, il y a toujours un problème. C'est vrai, je condamne si cela est vrai. Mais le droit, c'est une sorte de labyrinthe. Le droit que vous voyez, c'est une sorte de labyrinthe. Tout ce que vous dites là, tout ce que les gens disent dans la population, c'est possible dans le droit. Tout, c'est possible. C'est possible. Mais est-ce que ce qui s'est fait ici, c'est selon la loi? C'est là qu'il y a le problème. Tout ce que vous dites là, on peut faire ceci, on monte des histoires, les juristes sont capables de faire ces choses, les juges, les avocats, ainsi de suite, ils sont capables d'amener les gens. Et vous savez, il y a des gens qui ont été condamnés qui n'ont jamais fait la prison. Macron a été condamné. Pas Macron, Chirac d'abord, il a été condamné, il n'a jamais fait la prison. Il y a l'autre ici, Sarkozy, a été... En droit, tout est possible, madame. Ça, je vous le dis. On ne doit pas quand même comparer la justice dans ces pays un peu plus développés. Non, je parle sur les faits. C'est sur les faits, n'est-ce pas? C'est sur les faits. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réalité dans le droit. Mais je vous dis que tout ce que les gens déplorent dans la population ici, c'est ce qui se passe au Congo. Sur le plan de droit, c'est possible. Mais est-ce que ce qui s'est fait ici, c'est sur le plan de droit? C'est là qu'il y a le problème. Vous comprenez? Ce qui s'est fait, est-ce que c'est sur le plan de droit ou encore ça dépasse le droit? C'est ça le grand problème. Parce que nous avons vu beaucoup de choses, madame. Tout ce que nous déplorons dans notre justice ici, quand vous allez dans la communauté internationale, vous le trouvez aussi. Attention. C'est la même chose. S'il te plaît. À la même hauteur. Attendez. Je ne suis pas en train de justifier le mal profond de notre appareil judiciaire. Je ne justifie pas ça. En rien. Et je sais que nous sommes très loin pour mettre une justice qui soit capable, n'est-ce pas,
d'amener le pays au développement. Parce que la justice amène le pays au développement. Notre justice, il ne représente absolument rien dans le maillon. Ça, je lui dis. Sincèrement. C'est une justice qu'il faut refonder de fond en comble. Et même des lois qu'il faut refonder. Il y a des lois qui sont tombées en obsolète depuis très longtemps, qui ne sont plus opérationnelles aujourd'hui. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses. Il faut absolument encore une loi de programmation pour la justice en République démocratique du Congo. Là, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais ce que je dis, c'est ceci. La plupart des choses que nous déplorons dans notre justice, avec le droit, parce qu'il y a une sorte de labyrinthe, le droit, c'est toujours possible. Mais là, dans le respect de la loi. Mais ici, chez nous, on ne le fait pas dans le respect de la loi. Ce sont des combines, ce sont, voyez-vous, des relations extrajudiciaires, ce sont d'autres éléments subjectifs qui entrent dans l'exécution de la loi et qu'on veut couvrir par la loi. C'est ça le mal. C'est pourquoi je vous dis que la loi est pourrie. Merci. Alors, la justice est pourrie au Congo. Est-ce que vous êtes de même avis que Joseph, lorsqu'on sait que même le chef de l'État avait critiqué la justice? Je ne partage pas ça. En fait, on peut être condamné à faire la prison comme partout ailleurs, ou on peut être condamné à des amendes. On peut être condamné à avoir une mobilité réduite avec du contrôle électronique. On peut être condamné à faire des services d'intérêt communautaire. En Europe, c'est vrai, les politiques sont plus ou moins privilégiés. Ils ne font pas la prison comme tout le monde. Ils peuvent être condamnés à faire le travail d'intérêt communautaire, à faire de la réclusion en résidence surveillée avec un bracelet électronique, à payer des amendes, ou à faire le sursis, comme on dit. Mais le citoyen lambda, il fait directement la prison. Ça, c'est vrai, il y a beaucoup de cas comme ça. Mais c'est dans la loi, c'est conforme à la loi. Chez nous, notre problème, c'est que la justice ne s'appuie pas sur des piliers vertueux que sont la recherche de la vérité, l'objectivité, l'égalité de tous devant la loi, des éléments basiques qu'on doit recautionner chez nous. Oui, et c'est ça c'est le drame chez nous. Nous avons un appareil judiciaire que tout le monde reconnaît malade, et dans cet appareil malade, c'est difficile d'avoir un appareil judiciaire qui soit un pilier à la recherche de la vérité. Parce qu'il y aura énormément de pesanteurs politiques, énormément de pesanteurs extrajudiciaires, énormément de pesanteurs qui vont limiter les capacités de la justice à faire son travail avec qualité. Tout le monde reconnaît la justice chez nous, elle est malade. Voilà, merci Christian Moleka. J'aurais bien voulu finir par un sujet, mais peut-être prochainement, parce qu'on a beaucoup parlé du discours du président, on n'a pas parlé de l'ouvrage qu'ils sont allés inaugurer, qui de mon point de vue... Le bureau de la DGDA, c'est ça? Non, en partenariat avec la Zambie. La Zambie. Donc c'est un sujet qu'on pourra peut-être reprendre on va reprendre prochainement. Oui. Alors, merci Christian Moleka, merci à Joseph Kongolo, merci à l'équipe technique, Karine Ebebe, Moro Nzambe, Bruno Nzinga, Onésime Tsingani, merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Mongafula, madame, monsieur, merci à vous également. Je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.